Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Si l'historien Ernst Kantorowicz distinguait les deux corps du roi, la complexité de la fonction de chef d'État se double aussi souvent de celle de chef suprême des armées, cumul des rôles qui prend tout son sens en temps de guerre. C'est précisément de cette tension entre pouvoir politique et pouvoir militaire, à l'épreuve du feu, que traite le passionnant ouvrage historique du général Henri Bintéja, ancien chef d'état-major des armées, intitulé « Chef d'État en guerre » et publié aux éditions Perrin. Passant au crible de son expertise et de sa propre expérience, les parcours de 10 chefs d'État internationaux, confrontés ou à l'origine de conflits majeurs, de la seconde partie du XIXe siècle au début des années 2000, le général Bintéja analyse les causes de leurs réussites et de leurs échecs. Quel endroit plus approprié pour traiter un tel sujet que l'école militaire de Paris? Cette institution, fondée en 1750 par Louis XV et accueillie dans un splendide bâtiment de style néoclassique dû à l'architecte Jacques-Ange Gabriel, est aujourd'hui le siège d'une multitude d'organismes, d'enseignement et de recherche militaire de haut niveau. Il est maintenant temps pour nous d'aller retrouver le général Henri Bintéja. Général Henri Bintéja, bonjour et merci de nous faire l'honneur de votre visite sur le plateau de l'Essonne en auteur qui est installé dans la splendide bibliothèque patrimoniale de l'école militaire. Comme je vous l'ai expliqué un peu avant notre émission, elle a pour principe de toujours commencer par une question que nous posons à notre invité sur le lien entre le lieu et son ouvrage. Mais vous êtes le premier général que je reçois et en fait je voudrais commencer par un point de protocole, un point d'usage, peut-être un point de français. Je me suis toujours demandé comment on devait s'adresser correctement à un général. Est-ce que je dois vous appeler mon général, général? Et il y a une autre question qui me vient, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas mon amiral? C'est une question de tradition, vous savez. C'est une tradition qui remonte, autant que je sache, au début du XIXe siècle. D'abord, quand on regarde les manuels de savoir-vivre, en particulier ceux de la fin du XIXe siècle, c'est intéressant de voir qu'il est précisé que quand on est sous les drapeaux, on doit se fier, comment dirais-je, obéir à ses usages. Mais quand on est civil, on a le choix. D'accord. Voilà. Et on dit mon général, sauf quand on est une femme. Une femme dit toujours général, appelle toujours les gens, les officiers par leur grade, sans pronom possessif. Pourquoi est-ce que la marine n'a pas adopté le même usage que l'armée de terre, et l'armée de l'air d'ailleurs, qui est issue de l'armée de terre, comme vous le savez? Je crois que c'est fondamentalement une question de milieu et de conditions de vie et de travail. En opération, dans l'armée de terre, on est totalement imbriqués les uns dans les autres. Et sur le terrain, je veux dire, la solidarité indispensable du groupe conduit inévitablement à davantage de proximité. Dans la marine, on est à bord d'un bateau, il y a des passerelles attribuées aux différentes catégories, et en réalité, il y a moins de proximité immédiate parce que le combat, beaucoup plus technique, n'appelle pas le même genre de contact. Voilà. Ceci étant, dans la marine, il faut noter que entre le 4e et le 5e galon, on appelle tout le monde commandant, mais jamais mon commandant. Très bien. Écoutez, nous voilà édifiés et j'espère que ça renseignera la curiosité de nos spectateurs sur cette particularité d'usage. Alors justement, nous allons en venir au lieu. Ce n'est pas un lieu qui vous est inconnu et on pourrait dire que vous avez eu un rapport presque complet avec ce lieu. Quel a été votre rapport avec l'école militaire ? Alors l'école militaire, d'abord, je crois qu'il faut dire que c'est un lieu très important pour l'ensemble des officiers des armées, parce que c'est là qu'on forme les futurs chefs militaires. Voilà, déjà c'est vrai que vous avez raison, excusez-moi, mais à quoi sert l'école militaire? Parce que vous voyez, j'habite dans le 15e, moi je passe depuis que je suis enfant devant ce splendide bâtiment, je serais en peine d'expliquer ce qu'on y fait.
Alors ce qu'on y fait, écoutez, il y a l'école de guerre d'abord avant tout, je veux dire, l'école militaire, c'est avant tout le lieu où se trouve l'école de guerre. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand on sait que quand Bonaparte a été élève ici, parce qu'il a été scolarisé à l'école militaire, Bonaparte était simplement un élève officier. C'est un lieu d'enseignement, donc. Voilà, ça a toujours été un lieu d'enseignement. Toujours été un lieu d'enseignement. Ça a été créé par Louis XV à l'initiative de Madame de Pompadour pour devenir une école de formation d'officiers qui permettent de recruter au-delà des cercles étroits de la noblesse, comme c'était le cas avant Louis XV. Ah, il y avait un côté égalitaire, alors. Il y avait un côté égalitaire, oui, tout au moins un minimum d'ouverture. Bon. D'accord. Et puis, au fil du temps, c'est devenu en réalité l'emplacement essentiel de l'école de guerre et du Centre des hautes études militaires et de l'Institut des hautes études de défense nationale, qui sont le lieu de formation des futures élites militaires. Très bien. Alors, je crois que c'est même ouvert à l'international parce que nous n'irons pas plus loin, mais tout à l'heure, je suis allé manger aux messes des officiers. Il m'a semblé reconnaître fils d'une famille royale prestigieuse. Il m'a expliqué qu'il faisait des études aussi ici par rapport à l'armée de son pays, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est aussi un lieu qui enseigne à l'international. La France. Oui, c'est un lieu. En réalité, quand on regarde les effectifs de l'école de guerre ou du Centre des hautes études militaires, on se rend compte qu'il y a entre 15 et 40% d'élèves étrangers. Ah oui, donc c'est pratiquement parfois à la moitié. Officiers, voilà, des officiers qui viennent de tous les pays qui ont des rapports de coopération avec la France. D'accord. Et alors je crois que ça a aussi été un lieu qui a un rapport avec votre vie plus personnelle, parce que je crois que vous avez habité un certain temps à l'école militaire. Oui, j'ai habité pendant 4 ans au-dessus, dans l'appartement du chef d'état-major des armées. D'accord. Qui est toujours là d'ailleurs. Ça vous laisse un beau souvenir d'avoir habité un somptueux bâtiment comme ça, aussi bien situé? Oui, c'est un bon souvenir, mais c'était pas là que j'avais l'essentiel de mes activités, pour être honnête, même si j'y ai reçu beaucoup de chefs d'état-major étrangers. D'accord. Et les cérémonies officielles d'accueil de ces chefs d'état-major étrangers se passaient toujours dans la cour de l'école militaire derrière nous. Voilà, mais surtout, moi j'y ai été formé à l'école de guerre, formé au Centre des hautes études militaires. Et puis, par la suite, j'ai donné un certain nombre de conférences. Voilà, on peut dire que d'une certaine manière, j'ai aussi un peu enseigné. Bon, très bien. Donc, en fait, vous connaissez toutes les facettes de ce lieu. Alors, écoutez, notre émission a un lien particulier avec l'Essonne. Et bien que nous ne tournions pas en Essonne aujourd'hui, finalement, vous avez un lien tout aussi particulier avec l'Essonne, car vous avez aussi beaucoup vécu et travaillé en Essonne. Est-ce que vous pouvez brièvement rappeler votre expérience en Essonne? Parce que je crois qu'en plus, elle vous tient à cœur. Oui, absolument. En Essonne, eh bien pourquoi? Parce que j'ai été affecté au régiment de marche du Tchad, qui était à l'époque à Montlhéry, et donc j'habitais à proximité, à Brétigny-sur-Orge, et j'ai, entre le régiment de marche du Tchad, puis mes affectations à Paris, qui ne m'ont pas fait pour autant déménager, parce que je suis resté dans la région, au total j'ai passé près de 14 ans. Oui, donc ça compte quand même dans une vie. Dans une vie. Alors, écoutez, maintenant nous allons évoquer votre ouvrage. D'abord, j'en rappelle le titre, Chef d'État en guerre, aux éditions Perrin. Je vais en faire un petit résumé et puis si ma synthèse n'est pas bonne, bien vous me reprendrez. Je dirais que votre ouvrage examine quel rapport 10 chefs d'État ou de gouvernement ont entretenu depuis la deuxième partie du 19e siècle jusqu'au début des années 2000 à l'international, ce n'est pas que des chefs d'État français, comment concilier leur pouvoir politique et la décision militaire. Pour le meilleur et parfois pour le moins bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition générale de votre ouvrage? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je tiens à souligner une chose, c'est que je n'ai pas voulu faire une œuvre d'historien, parce que je n'ai pas les compétences scientifiques nécessaires pour ça. C'est quand même un livre d'historien. Oui, c'est un livre qui est fondé sur l'histoire. Oui. Mais c'était davantage pour moi une réflexion sur la manière dont les chefs d'État, confrontés à la guerre, agissaient ou réagissaient. Et ça, c'était le fruit de mon expérience personnelle, c'est-à-dire près de 15 ans dans les cercles de décision politique où l'emploi de la force armée est tranché, que j'ai été effectivement curieux de savoir comment les chefs d'État, depuis le milieu du XIXe siècle, avaient réagi à ce genre de situation. Alors écoutez, si votre modestie n'en souffre pas trop, j'affirme quand même qu'il y a un travail réel d'historien dans ce livre, mais c'est aussi
le livre d'un homme de l'art. Cette fois-ci, je parle du militaire, bien sûr. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer vous-même comment vous êtes rentré dans l'armée? Est-ce que vous appartenez à une famille de tradition militaire? Comment vous êtes devenu un homme de l'art, justement? Ben, je n'étais pas directement un homme d'une famille de tradition militaire dans la mesure où mon père était un médecin civil. D'accord. Mais il est vrai qu'il avait un frère, et 2 frères militaires. Ah oui, donc il y avait quand même ça dans la famille. Oui, voilà, il y avait ça dans la famille, bien sûr. Donc, si vous voulez, ça a été un choix, en réalité, qui m'a habité depuis que j'étais enfant. Et contrairement aux enfants qui veulent être pompiers à 5 ans et puis qui abandonnent l'idée en cours de route, Oui. pas tous, heureusement, voilà, cette idée-là m'a jamais complètement quitté. D'accord. C'était un mélange probablement de lecture passionnée. D'ouvrages qui traitaient déjà de sujets militaires. Bien sûr, oui, bien sûr. Vous étiez par exemple un admirateur de Napoléon, je sais pas, des grandes conquêtes napoléoniennes. Oui, c'était pas tellement les conquêtes qui m'intéressaient que la vie Militaire. au sens de l'aventure, au sens de la découverte d'autres mondes, au sens de l'apprentissage de milieux très variés. Je lisais beaucoup de choses, en particulier de Joseph Perret, qui est plus très à la mode maintenant, L'Escadron Blanc et un certain nombre de livres comme ça, qui étaient extrêmement marquants parce qu'il décrivait la manière dont les Français ont essayé de se débrouiller d'un problème qui est revenu à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est-à-dire des difficultés, de la complexité du Sahel. D'accord, Voilà. très bien. Et donc en fait, vous diriez que votre vocation militaire, elle est moins venue du milieu familial que de lecture, du livre à l'origine. Oui, sans doute, bien que l'influence Les deux ont familiale est toujours... Les deux ont compté. Bien sûr. Bien. Alors dans quelles armes vous avez servi? Parce que je crois que vous avez servi dans plusieurs armes. En réalité, c'est un peu compliqué parce que j'ai servi dans une subdivision d'armes, comme on dit, extrêmement particulière. D'abord, je suis rentré dans l'armée de terre, par Saint-Cyr. Et ensuite, j'ai choisi, à la sortie de Saint-Cyr, les troupes de marine, c'est-à-dire appelées à l'intervention ou au séjour outre-mer. Et à l'intérieur des troupes de marine, j'ai choisi la spécialité blindée, donc l'arme blindée cavalerie. Voilà, de manière concrète et pratique, si vous voulez. J'ai commandé des unités de chars, des unités d'automitrailleuses pendant longtemps, avant de découvrir autre chose qui a été en réalité l'essentiel de ma carrière militaire, c'est-à-dire l'interarmée, c'est-à-dire le commandement d'unités de toutes les armées. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous dire, en conséquence de cette réponse, quels sont les grands conflits armés auxquels vous avez participé? Qu'est-ce qui vous laisse le souvenir dans votre expérience le plus marquant? Oui, il faut que je réponde à 2 niveaux. Je veux dire, participation directe en tant que jeune officier. Comme vous le savez, on a connu quand même une longue période de paix et ma génération n'a pas été engagée très souvent. Donc j'ai connu personnellement, en tant que jeune officier, des opérations au Tchad et en République centrafricaine, donc en Afrique. Et puis, quand je me suis retrouvé d'abord au poste de chef de l'état-major particulier du président de la République, et surtout en tant que chef d'état-major des armées, là, j'ai commandé, puisque le chef d'état-major des armées commande les opérations militaires, j'ai commandé des opérations en Afghanistan. Toutes celles que vous mentionnez en fait sous les présidences de François Mitterrand et Jacques Chirac. Voilà. Donc ça fait quand même un nombre de conflits, on va le voir un peu plus tard. Les Français oublient parce que, comme vous le disiez, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de guerre sur le sol national. Voilà. Mais en réalité, la France, à des titres divers, participe à bien des conflits que finalement sont un peu seuls à connaître les militaires ou un petit peu à travers l'actualité, mais ça n'a rien à voir entre l'expérience et surtout un commandement et être un simple spectateur à la télé. Moi, je n'ai jamais connu ça en France. Alors, il s'agit d'un livre historique, bien sûr, et est-ce que vous trouvez d'une manière générale que les Français connaissent bien leur armée ou, on peut poser la question inversement, est-ce que l'armée, qu'on appelle parfois la grande muette, vous direz si c'est encore une périphrase justifiée, se fait assez bien connaître des Français? Est-ce que les Français connaissent bien leur armée? En tout cas, ils l'aiment bien, oui. Ce qui me paraît assez fondamental et peut-être plus important encore que de bien la connaître. Ils l'aiment bien puisque tous les sondages qu'on a année après année, depuis déjà près de 10 ans, montrent que c'est l'institution qui est la plus appréciée d'une manière générale par nos compatriotes. 83% des Français ont une bonne image des armées, ils ont confiance dans nos armées. Je crois que ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, on a pu craindre, après la suppression du service militaire... Qu'il y ait un détachement, que le lien soit rompu. Que le lien soit rompu. Et en fait, il n'en a rien été. Et ce qui ne m'a pas surpris outre mesure, parce que, ayant servi aux États-Unis,
ayant visité le Royaume-Uni à plusieurs reprises, dans ces pays où il n'y avait plus de service militaire, j'ai constaté qu'il y avait une symbiose très forte, peut-être même plus forte qu'en France, entre la population et ses armées. Est-ce que les armées se font connaître? Eh bien, avec la restriction que vous avez évoquée tout à l'heure. Elle est toujours valable? Elle est toujours valable, bien sûr, oui. L'armée a toujours un impératif, un devoir de discrétion et elle l'observe. Voilà, bien sûr. Vous savez, le clash qui a eu lieu entre le président de la République et le chef d'état-major des armées il y a 2 ans montre bien que cette règle des reins, c'est-à-dire la soumission de l'armée au pouvoir politique, reste fondamentale. D'accord, très bien. Alors rentrons vraiment maintenant dans le cœur du livre, dans le cœur et le corps du livre. Peut-être il faudrait faire une sorte de synthèse et de typologie des chefs d'État que vous passez en revue sans mauvais jeu de mots. J'ai remarqué d'ailleurs en faisant cette interview que beaucoup du vocabulaire que j'utilisais sans le vouloir avait toujours un rapport plus ou moins avec l'armée. Disons que sur les 10 chefs d'État, il y a d'abord un souverain, qui est Napoléon III. Il y a, je crois, 2 ou 3 présidents du gouvernement, chefs de gouvernement, depuis Clémenceau, Churchill. Puis pour le reste, ce sont alors il y a des dictateurs, quelques dictateurs, Staline et Hitler quand même, et puis des présidents de la République. J'ai dit aussi que ça allait du 19e siècle jusqu'à maintenant. Et puis, ils n'ont pas tous le même rapport, et peut-être ça va être la première question que je vais vous poser. Ils n'ont pas tous le même rapport avec l'armée, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu une expérience militaire. Bon. Est-ce que justement, vous pouvez un peu faire un petit panorama là-dessus? Qui, dans les 10 que vous présentez, connaît bien l'armée, qui ne la connaît pas très bien, sans que ça préjuge d'ailleurs, étonnamment, avec ce qui va se passer, parce qu'il y en a qui ne la connaissent pas et ça se passe très bien, et d'autres qui connaissent mais ça ne se passe pas bien. C'est vrai, absolument. Je crois d'abord, si vous voulez, que moi, le choix que j'ai fait était un choix qui était dicté d'abord par le souhait d'un certain équilibre. Bon, d'abord, il ne fallait pas aller en amont de 1850 parce que la guerre a complètement changé avec l'évolution des techniques à partir du milieu du 19e siècle. Si vous voulez, c'était plus du tout la même chose. Après 1850, ça n'avait plus grand-chose à voir avec les guerres précédentes. Mais l'équilibre que je souhaitais, c'était l'équilibre entre des icônes, quitte d'ailleurs à les revisiter, comme on dit. Bon. Alors les icônes, il y a évidemment Lincoln, il y a Churchill, il y a Clémenceau et Ben Gourion. Et puis 4 maudits. C'est vrai. Hitler, Napoléon Staline. III. Oui. Hitler, Staline, bien sûr, et même Johnson. Voilà. Donc, et puis j'y ai rajouté 2 présidents plus récents, Mitterrand et Chirac, qui n'ont pas été confrontés aux mêmes enjeux que les Là, il y a une autre raison, j'imagine. Mais voilà, parce que c'était l'occasion pour moi d'un témoignage plus direct. Donc, si vous voulez, une approche un peu différente. Alors, est-ce que le fait d'avoir eu ou non une expérience militaire était décisif dans leur approche de la guerre? Eh bien, vous avez dit vous-même, non, pas du tout. En réalité... Si on prend quelqu'un, si vous me permettez, si on prend quelqu'un comme Napoléon III, déjà, c'est pas la peine de rappeler, alors que lui, il a quand même une ascendance qui prédispose, et il a une certaine expérience militaire. Et bon, il y a aussi des raisons physiques qui se mêlent à ça, mais on ne peut pas dire malheureusement que dans les conflits auxquels il aura affaire, son expérience militaire lui fera par exemple bien choisir les militaires qu'il va désigner, même plutôt l'inverse. Quant à Lincoln, qui lui n'a pas une extraordinaire expérience militaire, eh bien son art politique avec des militaires, vraiment, il n'est pas bien servi. Soit ils sont très incompétents, soit à la limite d'être des traîtres. Vous ne dites pas le mot, mais j'ai oublié le nom d'un, qui est un sudiste en réalité, ce qui déjà n'est pas un très bon signe, et qui est toujours un peu ambigu dans l'application des ordres. Et finalement, en dépit de toutes ces difficultés, vous donnez vraiment l'impression d'un homme démuni. Et finalement, par son art politique, il va réussir à dominer la chose militaire. On peut dire que quand même, il s'en sort bien. Donc c'est vrai que ce n'est pas vérifié que l'expérience militaire est la garante. Voilà, ça n'est pas vérifié. Ça n'est pas vérifié, mais ça peut aider. Dans le cas de Churchill, c'était à la fois un avantage et un handicap. Dans le cas de Lincoln que vous évoquiez, il faut quand même observer qu'il lui a fallu près de 3 ans avant de trouver enfin un chef d'état-major capable et totalement loyal, parce que le problème de McClellan que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que McClellan n'était pas loyal. Voilà, vous le dites maintenant, carrément, là c'est sûr, voilà. Il n'y a plus de doute. Alors, de même que le livre s'appelle « Chef d'État en guerre », guerre est au singulier, mais en réalité, ce sont des conflits qui sont extrêmement différents. D'ailleurs, je ne sais pas quel type de conflit vous n'avez pas évoqué, parce qu'il y a un peu toutes les typologies.
On peut trouver aussi bien donc de la guerre civile, si on repense à Lincoln. On va trouver des guerres coloniales avec l'enlisement dans le Vietnam pour Johnson, des guerres continentales, des guerres mondiales, bien sûr. En fait, il y a à peu près tous les types de conflits. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose à quoi vous avez été attentif, d'essayer de représenter vraiment tous les types de situations? Oui, absolument. Absolument. Pour moi, c'était même assez fondamental. J'ai même regretté de ne pas avoir davantage évoqué le type de guerre, parce que la guerre est multiforme, protéiforme, et donc elle change tout le temps. Un caméléon, disait Clausewitz. Voilà. La guerre est un caméléon. Ce qui n'apparaît pas dans ce livre, ce sont les formes de guerre contemporaines d'aujourd'hui. Oui. Celles qui ont surgi depuis, depuis le départ de Chirac. C'est-à-dire des non-guerres où tout se mélange, à la fois des intérêts politiques, religieux, économiques et criminels, très souvent, où tout est mêlé. Et on ne sait jamais quand ça commence et quand ça se termine. Voilà. C'est cette nouvelle forme de guerre. Je ne parle même pas des nouvelles techniques, les cyberattaques, etc. Bien sûr, bon. Mais ouais, cette forme de guerre-là qu'on voit aujourd'hui, et qui, pour le coup, nous fait sortir un peu du schéma Clausewitz, cette forme de guerre-là... et sur laquelle on n'a pas beaucoup de recul, en fait. Sur laquelle on n'a pas de recul, je ne pouvais pas en parler. D'accord, très bien. Alors, de même, vos chapitres sont toujours structurés de la même façon, et je vais l'expliquer parce que ça va être un peu la grille de lecture qu'on va adopter pour passer en revue ces 10 personnages qui sont quand même conséquents. Évidemment, on ne peut pas s'arrêter sur chacun extrêmement précisément. On va dire que vos chapitres sont toujours structurés en 3 parties. Vous commencez toujours par retracer le parcours, la formation, le parcours du chef d'État, essayer qu'on comprenne comment il est arrivé au pouvoir. Parfois c'est très étonnant, parfois ça semble logique. Et puis ensuite vous abordez le ou les conflits auxquels il a été confronté avec un peu les résultats que ça a donné. Et vous tracez toujours un bilan extrêmement clair. On quitte le chapitre en ayant quand même une idée très claire de quoi, c'est votre pensée, mais enfin voilà, on a une idée de quoi penser de ce chef d'État. Alors, disons que concernant le parcours, moi, dans les personnages que vous avez évoqués, les 2 qui m'ont le plus étonné, c'est à la fois Napoléon III et Hitler. Alors mis ensemble, ça peut sembler bizarre, mais bon, parce que Napoléon III, ma foi, qui veuille conquérir le pouvoir, ça semble logique, il est quand même l'héritier d'une dynastie, certes, mais d'abord de l'eau avait coulé sous les ponts et beaucoup de précautions aussi avaient été prises pour qu'un aiglon de n'importe quelle nature ne revienne pas. Et en fait, il a quand même un parcours personnel qui est un parcours d'aventurier, d'abord de voyage, d'expérience, de formation. Enfin, c'est pas rien la vie de Napoléon III avant, et je pense qu'on ne la connaît pas du tout. Donc si vous pouvez là... Et Hitler, alors bon, je pense qu'évidemment, toutes les personnes qui s'adressent à Hitler peut-être connaissent, mais moi j'aimerais quand même que vous rappeliez ça. Hitler, cet homme sorti de rien quand même, je n'exagère pas en disant ça, une cartomancienne aurait été vraiment très douée de prédire ce qu'allait devenir Hitler dans un autre pays que le sien. Tout est extraordinaire. La formation de Napoléon III et d'Hitler. Oui. Napoléon III, c'est... d'abord, c'est un exilé, ce qui explique beaucoup de choses. L'essentiel de son enfance et de sa jeunesse se passe en Allemagne et en Suisse. Donc en fait, d'ores et déjà, il est plongé dans l'univers international. Il y a une prédisposition. Voilà. Oui. Deuxièmement, très jeune, très vite, en vivant au Royaume-Uni, il apprend à aimer le Royaume-Uni. Mais c'est une révolution en France. Ce qui était, oui, puis pour en plus un descendant de Bonaparte, c'est descendant de Bonaparte, c'était encore outrancier, bien sûr, inacceptable dans le fond. Et je dirais, c'est ça probablement qui va lui faire réaliser son plus beau succès international, la réconciliation de la France et de l'Angleterre, qui ne s'était pas rabibochée depuis la guerre de 100 ans. Il aura d'ailleurs une relation personnelle avec Victoria assez sympathique. Absolument, tout à fait. Des fois, il l'exaspère parce qu'il fait des choses qu'elle ne comprend pas, puis d'autres fois, elle l'est comme un neveu ou un cousin, elle l'aime bien. Tout à fait. Et du coup, ce lien étrange qu'il a avec le Royaume-Uni, enfin avec l'Angleterre, parce que c'est l'Angleterre en réalité, avec l'Angleterre, cette enfance passée à l'étranger, tout ça nourrit en lui une vision européenne, et il est probablement le premier chef d'État ou de gouvernement français à avoir eu cette vision de l'Europe. C'est-à-dire la vision d'une Europe dans laquelle tous les conflits puissent être résolus en principe par la diplomatie en amont. Voilà. Oui. Diplomatie, il a échoué. La réalité, c'est qu'il a échoué. Mais il a essayé au début. L'idée est posée. Voilà, l'idée est posée.
Donc il y a ça, et puis en même temps il y a un côté chez cet homme extrêmement romantique, à l'inverse de Bonaparte, à l'inverse de son oncle bien sûr, très romantique, qui le pousse à une tentative deux tentatives de coup d'État totalement ridicules. Voilà, je ne sais pas le dire. Bon, il va finir un peu en prison aussi. Voilà, oui, comme le président du tribunal, le jugeant après sa deuxième tentative, il parlait du glaive de Napoléon Ier entre des mains débiles. Voilà. donc c'était ce côté romantique qu'il avait d'ailleurs expérimenté en Italie, en prenant fait et cause pour les Carbonari quand il était jeune avec son frère. Bon, tout ceci crée un personnage. Crée un personnage étrange. Tout à fait. Qui est mal cerné par ses contemporains d'ailleurs. Il séduit d'abord le peuple français, à l'exception de quelques intellectuels comme Victor Hugo. Plus tard, parce qu'au début, il séduit aussi Victor Hugo. Au début, il séduit aussi Victor Hugo. Il a le grand tort de ne pas offrir à Victor Hugo un poste de ministre. Voilà, exactement. et donc, il se met à dos Victor Hugo jusqu'à la fin. Donc, un homme séducteur, avec les femmes aussi d'ailleurs, séducteur, et en même temps indéchiffrable, un peu absent. Tocqueville était assez sévère avec lui, assez sévère. Et Bismarck a beaucoup changé d'avis à son égard. La première fois qu'il l'a rencontré... Oui, il ne le considère pas bien au début. Non, alors, la première fois qu'il l'a rencontré, il n'a pas eu une mauvaise impression. Mais la deuxième fois, le connaissant un peu mieux, il en a eu une très mauvaise impression. Oui. Oui. Mais il est vrai que Napoléon III, entre-temps, avait attrapé la maladie de la pierre, et que donc ce calcul dans la vessie le rendait extrêmement malade, et la dernière partie de son règne a été très marquée par la maladie. Alors disons que même s'il y a eu des délires et des conflits, mais qui semblent presque baroques, comme l'aventure du Mexique, vous procédez, je dirais, tout de même à une réévaluation assez positive de Napoléon III, vous y mettez des limites, et vous corrigez l'image purement hugolienne et assez faussée qu'en ont les Français. Alors maintenant, Hitler, donc on change de genre, évidemment, on ne va pas faire l'apologie Hitler, hein, il n'y a pas le début d'un argument, mais enfin, on ne peut pas ne pas être sidéré du parcours de ce petit bonhomme, qui c'est pareil, il y a parfois des intuitions militaires, mais c'est presque de l'ordre de c'est pas du rationnel, c'est de l'ordre, parce qu'il n'a pas une expérience non plus extraordinaire, il n'a pas été formé, c'était pas un bon élève, il n'y a rien objectivement, et pourtant il bluffe, c'est le mot, il bluffe des grands généraux, la caste aristo-militaire prussienne traditionnelle. Comment on peut expliquer le parcours d'un type pareil ? D'abord, oui c'est vrai, vous avez raison, c'est un homme frustré, fondamentalement Hitler je crois. Frustré dans ses études puisqu'il a réussi tout juste à devenir un peintre amateur, il essaie de devenir peintre professionnel. Il vend dans la rue des toiles. Il vend dans la rue des toiles, c'est à peu près ça, oui, en réalité. Mais c'est pour ça que c'est étonnant. Il n'était pas un mauvais peintre, mais un peintre sans imagination, assez très conventionnel. Voilà, il n'apportait rien. Et puis, ce qui change tout pour lui, probablement, c'est la guerre. C'est la guerre, la Première Guerre mondiale. Qui est une redistribution des cartes. Une redistribution des cartes. Alors, en réalité, il n'y brille pas. Il est caporal, il est décoré, bien sûr, parce qu'il est très, très courageux physiquement. Tout à fait, voilà, vous le dites. Mais il ne brille pas. Il est subalterne, enfin. Il est totalement subalterne. Voilà. Mais il est scandalisé, comme beaucoup d'Allemands, d'ailleurs, il faut être honnête, par le traité de Versailles, scandalisé par la défaite allemande, dont il est convaincu que c'est en réalité un coup de poignard dans le dos, comme on le disait à l'époque en Allemagne, et convaincu donc que l'Allemagne a été trahie, et trahie par une partie de sa population. Et donc à partir de ce moment-là, il se lance dans la politique. Et quand il se lance dans la politique, il y a deux qualités, si je puis dire, il faut bien en trouver chez cet homme qui a été le plus abominable criminel de l'histoire, mais ces deux qualités sont, d'une part, un charisme personnel très fort. Il séduit les économistes, il séduit les industriels, il séduit... Les militaires même. Les militaires, beaucoup, oui. Beaucoup. Parce que parfois il sort des trucs, des visions, il corrige des idées militaires, mais on ne sait pas d'où ça lui vient, mais il n'a pas Alors, comme chez Napoléon III, un peu, je dirais, il y a une partie de formation autodidacte qui est impressionnante. Vous avez dit qu'il avait une mémoire exceptionnelle. Il avait une mémoire très forte, comme Churchill, comme beaucoup de grands hommes d'État en réalité. Oui, mais Churchill, on n'est pas étonné qu'il soit Churchill quand même d'un milieu extraordinaire. Voilà. Avec Hitler. Absolument. Donc... Mais Churchill avait eu des études médiocres, vous voyez. Hitler a eu des études médiocres, et en réalité, il lit abondamment, en particulier pendant l'année où il est en prison après la tentative de coup d'État de Munich. Il lit énormément, il dévore.
avec passion. Il lit énormément de traités militaires, de traités de stratégie, etc. Et puis, bon, donc il est passionné quand même pour cette question. Oui, il comprend que c'est la clé de quelque chose. Il est passionné par cette question. Et puis très vite, je veux dire, il se forme dans son esprit cette idéologie qui va être redoutable, qui est une idéologie raciale, du surhomme allemand, de l'homme arien, etc. Et qui va. C'est un délire, quoi. Enfin, un délire, qui est une forme de délire. Mais ce délire, en réalité, s'exerce sur un socle solide, malgré tout, si je puis dire, dû à son immense mémoire, mais dû aussi à sa passion pour les détails. Comme tous les psychopathes. Oui, c'est vrai, certainement. Et puis, j'allais dire, sur ce qui va lui donner l'avantage pendant les débuts de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un formidable goût pour le poker. Le coup de poker, Hitler, fondamentalement, c'est un joueur de poker. Un bluffeur. Un bluffeur. Oui, c'est ça. Et il va en jouer, il faut reconnaître, de manière extraordinaire pendant la première partie de la Deuxième Guerre mondiale. Il a conquis quand même, avec des moyens qui venaient d'une Allemagne vaincue en 1918, très contrainte, très surveillée. Il a réussi en fait à conquérir... Déjà la question du réarmement, c'est-à-dire que l'Allemagne tombait sous des lois qui devaient l'empêcher, et un peu comme un enfant à qui on fait un gros interdit, il a transgressé ces interdits par petits sauts, comme ça. Alors à chaque fois, on ne s'en alarmait pas, mais le saut progressait, lui. Et peut-être aussi, il rencontre la médiocrité d'une classe politique internationale ou la couardise, je ne sais pas quoi dire. Oui. Mais il a aussi la chance de ne pas tomber sur quelqu'un qui lui dit non, quoi. Voilà. Il y a cette couardise qui s'explique d'ailleurs pour des raisons fondamentales. Hein. C'est-à-dire que l'horreur de la Première Guerre mondiale est présente dans tous les esprits, je veux dire. Et personne n'en veut. Avant que Churchill n'accède au pouvoir, le peuple britannique est totalement démoralisé et pacifiste. Mais alors Scipion a toujours raison, finalement, il faut toujours préparer la guerre. Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et donc, si vous voulez, il profite effectivement de l'inertie des chefs d'État, européens et de l'indifférence des présidents américains. Voilà. Et il joue là-dessus. D'accord. Alors ça, c'était vraiment pour les deux parcours que j'ai trouvé étonnants. Maintenant, dans le conflit, je vais prendre des exemples complètement antinomiques. Je vais commencer par Johnson. Je vous avoue que quand j'ai vu la présence de Johnson parmi les 9 autres, ça m'a étonné. Parce que Johnson, qu'est-ce qui nous reste de lui? En fait, il est précédé, par un président extrêmement charismatique. Il le remplace d'une façon qui n'a souvent semblé pas agréable aux gens, parce qu'il y a un système aux États-Unis qui fait, ce n'est pas le même système que nous, que le vice-président prend la place du président, et même certains, je ne sais pas aujourd'hui que nous résoudrons cette énigme, ont pensé qu'il avait peut-être même participé à l'assassinat de Kennedy. Enfin, il y a déjà un halo qui n'est pas sympathique. Alors, on ne va pas parler de son physique, mais il ne semble pas très... À côté de Kennedy, il ne semble pas sympathique. Et il est suivi finalement par quelqu'un qui n'est pas sympathique, mais qui était tellement extraordinaire. Donc il apparaît à la fois pas sympathique et falot. Enfin, il a vraiment tout du personnage qu'on va oublier dans l'histoire. Et en même temps, il se trouve au cœur, à la gestion la plus longue, dans le conflit vietnamien, qui est réellement un enlisement et où il prend, si je ne me trompe pas, une espèce de technique, qui est la technique... d'une guerre qui ne dit pas son nom, de faire les choses sans trop les affirmer, d'envoyer des moyens modestes par petits sauts, au lieu d'envoyer massivement, si j'ai bien compris ce que vous expliquez, tout de suite les moyens. Et finalement, c'est une catastrophe. Oui, Johnson, c'est un cas qui m'a intéressé. Moi, si je l'ai retenu, pour être honnête, c'est mais il est intéressant, oui, bien sûr. C'est parce que c'est un cas d'école aux États-Unis. Alors, comme j'ai eu la chance d'être pendant 2 ans affecté à l'ambassade de France à Washington, j'ai découvert là-bas l'intérêt que tous les chefs militaires américains avaient pour lui. D'accord. Parce que Johnson, c'était précisément le contre-exemple, dans une démocratie moderne, le contre-exemple de ce qu'un président de la République doit faire. C'est terrible, il a même été totémisé comme le contre-exemple scolaire. C'est catastrophique de finir comme ça. On est allé trop loin après, certainement, si vous voulez, dans l'analyse de ce qu'aurait dû faire Johnson, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il a fait, etc. Mais il n'empêche que concrètement, effectivement, Johnson a eu une gestion du problème du Vietnam, avant que ça devienne la guerre, véritablement. Une gestion de cette affaire-là qui a été la pire qu'on puisse imaginer, à l'encontre de tous les principes de la guerre. C'est-à-dire qu'en particulier, au lieu de mobiliser toutes les ressources de la nation pour faire face à un conflit qui allait faire, déjà sous sa seule présidence,
près de 100 000 morts. Voilà, c'est ça, centaines de milliers de morts. Bon, ouais. Entre les civils et les militaires, bien sûr, hein, au total, et des deux côtés. Bon. Mais essayer de gérer cette guerre en douce, comme il l'a fait, en cachette. C'est ce que vous appelez la guerre en douce. Oui, oui, mais c'était terrible, parce que bien au contraire, je veux dire, un Churchill ou un Lincoln, un Clemenceau aurait déployé. On cherchait à se concentrer. Mais lui, le problème de Johnson, c'est que, paradoxalement, et c'est pour ça que l'homme n'est pas totalement antipathique, le problème de Johnson, paradoxalement, c'est qu'il avait un grand projet pour les États-Unis. Et ce grand projet pour les États-Unis, en politique intérieure, était ce qu'il appelait la grande société. Et son projet de grande société était extrêmement progressiste. Ambitieux, mais contrecarré par l'autre problème à régler. Bien sûr, parce que l'argent, au lieu de filer vers le projet de grande société, a filé en douce, mais vers le Vietnam, petit à petit, de plus en plus. Voilà. Et puis il a choisi de faire appel à la conscription, ce qui a, pour le coup, amplifié l'impopularité de cette guerre, bien sûr. Très bien. Alors, maintenant, des bilans beaucoup plus positifs. Bon, moi, j'ai trouvé que vous aviez 3 admirations. Alors, vous ne faites... Le jeu est modérément utilisé dans votre livre, mais en vous lisant, on comprend quand même où vont vos admirations. Et je pense que vous avez au moins 3 admirations. La 3e, nous allons en parler vraiment à part, parce que c'est quelqu'un que vous avez connu. Mais vous avez le personnage que vous n'avez pas connu, c'est Clemenceau. Là, vraiment, vous avez une immense admiration. Et le bilan pour vous est extraordinaire, alors qu'il est quand même discuté, hein, parfois. Certains disent qu'aussi c'est un peu sur du bluff que Clemenceau est un grand personnage. C'est toujours quelque chose en débat. Et Churchill, qui est aussi un personnage extraordinaire, romantique, qui a une très grande famille. Alors, le bilan maintenant de ces 2 personnages, pourquoi celui-là il est plus positif? Alors, si vous voulez, pour m'en tirer d'abord par une pirouette, si vous permettez, je vais vous dire pourquoi ces 2 hommes, effectivement, m'ont beaucoup intéressé, et pour lesquels j'ai un certain attachement pour l'un et pour l'autre, sont des hommes qui ont un sens de l'humour exceptionnel. Ah, d'accord. Je veux dire, on ne s'ennuyait jamais avec ces gens-là. Et un militaire peut avoir de l'humour? Je demande ça d'une manière respectueuse. Je crois que c'est souhaitable, au minimum de l'autodérision. Oui. Si vous voulez, oui. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Tous les jeunes qui vont nous écouter doivent prendre cette leçon. Alors. Non, mais je crois que c'est très très important. Jamais se prendre complètement au sérieux. Soi-même, je veux dire. Ce qu'on a à faire, oui. Mais pas sa propre personne. Très bien. Je crois que c'est fondamental. Churchill était follement drôle, on le sait. Clemenceau pouvait être redoutable aussi. Tout à fait. Seulement, c'était des personnes qui n'étaient pas faciles à vivre. On m'a demandé quelquefois avec lequel d'entre vous vous auriez aimé être, vous auriez aimé servir, vous auriez aimé être chef d'état-major. Bon, ben honnêtement. Plus quand même avec Clemenceau qu'avec Churchill, parce qu'avec Churchill, c'était un peu l'enfer. Oui. Mais Churchill a eu cet immense mérite que Lincoln n'a pas eu tout de suite, que Johnson n'a jamais eu. Il a choisi, comme chef d'état-major, au bout d'1 an de guerre, il a choisi Brooke. La bonne personne. La bonne personne. Et quelqu'un qu'il n'aimait pas spontanément. Quelqu'un qui était raide, brutal, exigeant, rigoureux, et qui surtout n'hésitait pas à le contrer. Logiquement, il aurait dû s'en débarrasser au bout de 6 mois. Et pas du tout, il l'a gardé. Il a l'intelligence, en dépit de rapports parfois un peu épiques, de la valeur du personnage et de le garder auprès de lui. Absolument, il le garde. Il le garde. Donc, si vous voulez, on pouvait être chef d'état-major de Churchill, mais Brooke a quand même, dans ses mémoires, il l'a quand même éreinté assez fortement. Il en a souffert. En disant qu'il était quand même par moments complètement à côté de la plaque. Ce qui est vrai avec Churchill, il a été par moments complètement à côté de la plaque. Mais ce qu'il a fait d'inouï, comme Clemenceau, il a été capable de mobiliser totalement son pays avec une passion extrêmement forte, en usant du verbe, bien sûr, de la parole, mais aussi de l'exemple. Churchill se promenait dans les rues de Londres pendant le Blitz, pour serrer les mains, pour encourager montrer la présence etc. politique. Oui, voilà. bien sûr. De la même manière que Clemenceau montait 2 fois par mois dans les tranchées, je veux dire, en première ligne, volontairement. Et ça, en personnalisant le peuple dans la guerre, ils ont réussi l'un et l'autre à obtenir que tous les moyens soient mis au service de la victoire. Très bien. Alors, évidemment, dans votre ouvrage, il y a un sort particulier à 2 chefs d'État français, qui sont François Mitterrand et Jacques Chirac, parce que tout simplement, vous les avez servis. Vous les avez servis d'abord en tant que chef d'état-major particulier, adjoint,
ensuite chef d'état-major particulier, puis ensuite vous êtes devenu chef d'état-major des armées. Ça a été les 3 fonctions. Eh bien écoutez, j'avoue ne pas pouvoir, si on me demandait d'expliquer qu'est-ce que fait un chef d'état-major particulier, puis le chef d'état-major des armées, je ne saurais pas bien répondre. Qu'est-ce que fait un chef d'état-major particulier et le chef d'état-major des armées? Ouais, c'est un système qui n'existe qu'en France, à ma connaissance, à part évidemment des pays africains qui ont copié notre modèle, mais qui n'existe pas de la même manière ni au Royaume-Uni, ni aux États-Unis en particulier, ni en Allemagne bien sûr. Le chef de l'état-major particulier est le conseiller militaire du président de la République au jour le jour, au quotidien. Il est à l'Élysée, son bureau est à l'Élysée. Il est à l'Élysée, oui. D'accord, oui. Absolument. Et il est celui qui rencontre le président. Moi, personnellement, je rencontrais Chirac tous les jours. Il est celui qui informe le président et qui transmet ses directives. Il est en plus responsable de la mise en œuvre éventuelle du feu nucléaire. Bon, c'est le président qui décide, bien sûr, ce n'est pas le chef de l'état-major particulier, mais le chef de l'état-major particulier s'assure que l'ensemble peut fonctionner si jamais un jour... Donc c'est une très grosse responsabilité. Hein. Voilà. Donc le chef de l'état-major particulier, c'est un personnage qui est avant tout un conseiller et un transmetteur. Et puis le chef d'état-major des armées, il commande. Il commande les armées en opération, il gère le budget, etc. etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il peut se faire, écoutez, je vais faire un peu de mauvais esprit 5 minutes, est-ce qu'il peut se faire que le chef d'état-major particulier, qui est normalement en dessous hiérarchiquement du chef d'état-major des armées, par le fait, vous comprenez ma question, par le fait de sa proximité immédiate avec le prince, disons-le comme ça, puisse avoir, vous savez, c'est la même chose pour le chef, le secrétaire général de l'Élysée. On dit qu'il est plus puissant que le Premier ministre et que les ministres. Est-ce que parfois il y a eu des rivalités? Vous avez observé que ça pouvait exister, ça? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui, c'est inévitable. C'est lié aux hommes. C'est lié aux hommes, quels que soient comment dirais-je, les garde-fous qu'on puisse mettre dans les institutions. Bien sûr qu'il y a des moments où les tensions sont fortes entre le chef d'état-major particulier et le chef d'état-major des armées. En soi, c'est très mauvais parce que... Bien sûr, ça fait des interférences. Oui, parce que le chef d'état-major particulier, contrairement à ce que dit son nom, chef d'état-major, en réalité, avec lui, il a 5 collaborateurs. Il n'a rien du tout, d'accord. Ouais. Donc il ne peut pas étudier, il ne peut pas planifier, il ne peut pas... Il n'a pas vraiment les leviers, quoi. Non, les leviers, c'est le chef d'état-major des armées qui les a. Donc, si vous voulez, quand il y a mauvaise entente entre les deux, inévitablement, il y a un risque que les affaires de l'État dans le domaine de la défense soient mal conduites. Bien. Alors, on va donc en arriver à François Mitterrand, maintenant que vous avez expliqué ce qu'étaient ces 2 chefs d'état-major, le particulier et celui des armées. Écoutez, d'abord, nous ne sommes pas loin de chez François Mitterrand. Rappelons qu'il est mort avenue Frédéric Leplet, qui n'est qu'à quelques mètres de là où nous sommes. Et le moins qu'on puisse dire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, François Mitterrand a laissé une marque très forte en France. Il a mythifié son personnage, il y a un mythe autour de lui, lui-même y a, côté objectivement, participé. Quel souvenir, vous qui l'avez connu et servi, vous avez, quel portrait, à titre très personnel, vous traceriez de ce personnage incontestablement extraordinaire qu'était François Mitterrand? Alors, si vous voulez, je ne peux pas être totalement impartial, bien sûr, puisque vous demandez l'impression personnelle. Absolument. Bon, je ne peux pas être impartial. D'abord, c'est un personnage fascinant. Il était fascinant. Il fascinait tout le monde, François Mitterrand. Il fascinait d'abord parce qu'il avait toujours un côté un peu secret. Donc, on ne savait jamais exactement ce qu'il pensait, bien sûr. Il fascinait par son érudition stupéfiante. Il avait une mémoire prodigieuse. Je n'ai personnellement jamais rencontré quelqu'un qui ait une mémoire égale à celle de François Mitterrand. Pendant les réunions, il enchaînait des développements sur l'histoire de telle ou telle région, les ethnies, c'était quelque chose de stupéfiant. Hallucinante. Une culture hallucinante, historique, géographique, littéraire, impressionnant, très impressionnant. Donc un homme fascinant, impressionnant, un homme secret, compliqué, très complexe. Et je dirais alors, dans mon domaine, celui de la défense, il y avait deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est qu'il avait une très haute idée de la France, de son rôle, de sa place dans le monde, etc., de son destin, si je puis dire.
Il était gaulien en ça, alors? Il était gaulien en ça, totalement, totalement. Il était profondément patriote. Je veux dire, je me souviens de sa première phrase quand il a été élu, c'était surprenant d'ailleurs pour beaucoup de gens. Mais enfin, moi j'étais à la télévision à ce moment-là, juste après avoir appris les résultats de l'élection, il a déclaré ce soir, mes pensées vont d'abord vers ma patrie. C'était quand même extraordinaire, je veux dire, inattendu chez un président socialiste. Bon. Voilà. Donc François Mitterrand, un homme très attaché au rôle de la France, et dans le même temps, en tant que chef de guerre, si je puis dire, et Dieu sait qu'il a engagé la France dans une multitude d'opérations, en tant que chef de guerre, il était partagé entre un réalisme froid, qu'il avait aussi au fond de lui-même, un réalisme froid, qui consistait à ne voir les choses qu'en termes de rapport de force, et en même temps une passion romantique pour l'humanitaire, une gestion des conflits qui soit différente, non pas seulement militaire, bien sûr, guerrière, pas seulement diplomatique non plus, mais qui soit davantage orientée vers une approche très humaniste à la Kouchner. Voilà. Et donc c'était un personnage extrêmement complexe, ce qui, quand on était à son état-major particulier, parce qu'on était là-bas indépendamment de toute affiliation politique, hein, bien sûr, quand on servait auprès de lui, entraînait d'une part une adhésion à sa personne, indiscutable, c'était pas possible de manière de Mais le rapport humain était sympathique, comment vous le qualifieriez? Il était déférent, C'était un homme extrêmement courtois, voilà, qui de temps en temps pouvait être cinglant. Je l'ai vu quelquefois démarrer. Vous n'avez pas été victime vous-même? Non, je n'ai pas été victime, parce que je n'étais pas assez important. D'accord, voilà. Oui. Ou pas assez imprudent. Donc j'en ai pas été victime, mais il pouvait être cinglant, très dur. Mais en même temps, d'une exquise courtoisie, avec tout le monde. Toujours. Le souverain républicain. Voilà, exactement, c'est ça. C'était vraiment un monarque. Hein. Bon. Alors, justement, quand vous dites une chose un peu paradoxale comme ça, François Mitterrand, à la fois qui n'aime pas la guerre, qui en même temps est intervenu au nom de la France sur un nombre de conflits que les gens oublient, mais enfin qui ont été très nombreux, vous les listez dans votre livre, puisque je crois qu'il y a eu des conflits en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, jusqu'au Moyen-Orient. Est-ce que parfois, ce François Mitterrand un peu Louis XIVien, il n'est pas emblématique d'un rapport général des chefs d'État français qui soit voit toujours la France comme une puissance prépondérante, justement, comme elle était du temps de Louis XIV, où nous étions peut-être le pays le plus important d'Europe, et aussi peut-être cette espèce de complexe dont on ne finit pas de souffrir, qui est notre défaite lamentable de 40. Je ne sais pas, en tant que Français, c'est quelque chose que je ressens. À la fois, on est toujours là à s'adresser au monde comme si on était toujours une puissance à l'égal des États-Unis. Je pense que c'est quand même plus relatif, notre place dans le monde. Je suis patriote, mais je suis réaliste. Et d'autre part, je pense toujours qu'il y a un peu, quelque part, caché ce complexe qu'on a perdu, alors qu'on disait qu'on était la 3e armée du monde, lamentablement, en 15 jours. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, observé, ce que je dis, ce sentiment-là? Il y a profondément, c'est vrai, ce que vous dites. Profondément, c'est vrai. Je le crois. Il faut bien voir que tout ça, c'est la faute de Gaulle, si je puis dire. Parce que oui, il a relancé, bien sûr. C'est De Gaulle, après 1945, qui a créé l'illusion de la France résistante, alors qu'on sait bien que c'était malheureusement une partie assez limitée de la population qui avait été résistante. L'illusion de la France victorieuse, avec l'entrée dans Paris de la 2e DB, si vous voulez. Il était doué. Il a été très doué. Et c'est lui, finalement, qui s'est battu pour que la France retrouve cette place dans le Conseil des Nations. C'est lui qui a obtenu que la France soit présente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je veux dire, la France est un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire, précisément, un des 5 pays qui décident de beaucoup de problèmes qui touchent à la paix, à la guerre, à la stabilité du monde. Voilà. Et ça, c'est on le doit à De Gaulle. Et c'est De Gaulle, finalement, qui a créé cette situation, en gommant la défaite, effectivement, en gommant les guerres de décolonisation, qu'il n'a pas conduites lui, mais il y a mis fin. Et donc c'est De Gaulle qui a effectivement redonné à la France peut-être l'illusion, en tout cas le goût de conserver voilà, une place, de conserver un rôle. Et je crois si vous voulez, qu'on peut en rire, on peut s'en inquiéter. Je crois que c'est un mérite fondamental, c'est que, bon an, mal an, à travers notamment ses moyens, ses capacités militaires d'aujourd'hui,
la France a réussi à garder une place dans les grandes enceintes internationales, une place là éminente. où se joue en partie notre sort. Donc nous avons les moyens de peser en partie sur notre destin. Donc ce n'est pas qu'une illusion, il y a quand même une certaine réalité. Alors, je vais faire une petite transition, parce que le dernier chef d'État qu'on va évidemment aborder, c'est Jacques Chirac. Tout au long de votre livre, d'ailleurs jusqu'à Mitterrand et Chirac, il y a un penseur historique que vous ne cessez de convoquer, qui est un peu le tenant de votre grille de lecture vous-même, de ces bilans, c'est Clausewitz. Est-ce que vous voulez rappeler aux spectateurs qui était Clausewitz et pourquoi, encore aujourd'hui, alors que ces théories ne sont pas démodées, ce n'est pas le bon mot, mais disons que la guerre a tellement changé de nature que la grille de lecture de Clausewitz, elle n'est pas nécessairement pertinente, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, pour le type de conflit qu'on connaît aujourd'hui. Qui était Clausewitz et pourquoi vous êtes un admirateur de Clausewitz? Alors Clausewitz, qui c'était d'abord, c'était un officier, un général de l'armée prussienne, qui a combattu contre Napoléon, en Russie notamment, où il s'était fait détacher de son armée pour combattre avec les Russes contre Napoléon. Et il était obsédé par Napoléon, obsédé. Et il voulait comprendre pourquoi et comment Napoléon gagnait, pourquoi et comment Napoléon avait conquis l'Europe. Et c'est ça, et c'est à partir de là qu'il a étudié, dans son ouvrage le plus célèbre, qui s'appelle De la guerre, voilà. Comment il a étudié, à partir de l'exemple essentiellement napoléonien, la manière dont on perdait ou dont on gagnait les guerres. Et Clausewitz, je veux dire, aujourd'hui certainement, est en partie remise en cause par les nouvelles formes de la guerre, mais ses principes fondamentaux, ceux qu'il a établis, n'ont jamais été et ne seront probablement jamais remis en cause. Parce que il y a un fond éternel de vérité. Il y a un fond éternel de vérité. Je veux dire, vous voyez, ce qu'il y a de plus, moi, ce qui m'a toujours frappé chez Clausewitz, c'est que il est parti de certaines idées de base précises. Et ces idées de base-là, tant que les nations existent, continueront de prévaloir. La première, c'est que la victoire dans un conflit repose sur un trépied. Ce trépied, c'est le prince, le chef d'État, si vous voulez, le chef militaire et le peuple. Et il faut qu'il y ait une entente entre les trois. Et s'il n'y a pas une parfaite coordination entre les trois, une parfaite entente entre les trois, la victoire n'est pas possible. Ça, c'est une première idée, je crois, qui est profondément vérifiée à travers tous ces chefs d'État. Par exemple, Churchill, ce que vous disiez tout à l'heure. Toujours, et Clémenceau. Bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'il a dit et répété à plusieurs reprises que la guerre est d'abord et avant tout un affrontement de volonté. Et ça reste vrai, même dans les conflits d'aujourd'hui, profondément, c'est un affrontement de volonté. Et c'est là que nos démocraties, à l'heure actuelle, souffrent, parce que nos démocraties, aujourd'hui, vivent dans l'immédiat, surtout depuis la révolution de l'information, depuis Internet, etc. On est impatient. Je veux dire, une affaire, pour nous, une affaire de conflit, ça ne va pas durer 4 ans comme les guerres de 14-18. On veut tout régler tout de suite, sinon c'est l'enlisement, c'est la catastrophe, etc. Et cette obsession, cette impatience qui nous travaille aujourd'hui dans notre démocratie occidentale est un handicap très profond pour gérer des crises très complexes comme celle du Sahel, celle du Moyen-Orient, etc. Donc si vous voulez, cet affrontement de volonté, ça reste toujours vrai. Et puis il y a des choses qui sont extrêmement vraies, que Clausewitz a énoncées, qui sont encore plus vraies aujourd'hui peut-être. Par exemple, quand Clausewitz parle du brouillard de la guerre, on peut partir avec des plans magnifiques, et en réalité, on se retrouve très vite dans le brouillard parce que... c'est imprévisible aussi. Énormément de choses sont imprévisibles. Et il y a des choses il y a toujours une partie des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas. Et ce brouillard est accentué aujourd'hui par la multiplicité des acteurs, la multiplicité des intérêts en jeu, aussi la multiplicité des moyens d'action qui a augmenté considérablement. Voilà. Et donc ce brouillard de la guerre reste toujours vrai. Donc Clausewitz, pour moi, fondamentalement, ça reste une base de réflexion, une base d'analyse essentielle pour comprendre la guerre d'hier comme celle d'aujourd'hui. Écoutez, merci vraiment de cet intermède passionnant. Et si vous me passez cette expression anglaise, last but not least, nous allons en venir à Chirac. Et là aussi, j'avoue que j'ai été étonné, peut-être ça a changé ma vision un peu sur Chirac, du portrait que vous en tracez. Parce que c'est celui très certainement dont, à vos yeux, le bilan militaire est un des meilleurs, et la connaissance aussi militaire. Et quand on lit votre livre,
on révise peut-être le bilan politique de Chirac, peut-être un peu assombri les dernières années aussi par des difficultés de santé, enfin des choses comme ça, d'un tout autre regard. Alors d'abord, quel homme était Jacques Chirac, même si les Français ont l'impression, lui, très bien de le connaître. Oui, bien sûr. Il n'y a pas ce côté comme ça de sphinx, et pourtant, beaucoup de gens disent que ça, c'était qu'un masque, parce qu'il était bien différent. Est-ce que vous avez eu l'impression, d'ailleurs, justement, de ce double personnage, un peu à la Faconde, comme ça, un peu familier, qui cachait un tout autre homme? Je crois, alors si vous voulez, je crois que Jacques Chirac, c'est un homme qui attire spontanément la sympathie. Ça, on le voit dans votre livre. C'était d'ailleurs un des problèmes de la cohabitation avec Lionel Jospin, c'est que Lionel Jospin était obligé régulièrement de mettre en garde ses propres ministres. Faites attention, vous allez être séduit par Chirac. Oui, exactement. Oui, voilà. Attention, cet homme n'est pas sympathique. Il donne l'impression qu'il n'est pas sympathique. Voilà, c'était ça l'idée. Mais donc il y avait ça, ce premier contact extrêmement chaleureux, très humain, qu'il avait avec tout le monde. Et puis, derrière ça, il y avait une personnalité très complexe. Voilà, d'accord. Probablement aussi complexe que celle de François Mitterrand. Parce qu'on avait moins l'impression. Il ne se réduit pas à l'homme qui tape sur le cul des vaches au salon de l'agriculture. Bien sûr que non. C'est un homme dont on dressait facilement la caricature, parce qu'il s'y prêtait par moments. Ça l'arrangeait avec des boutades un peu grossières. Gauloises. Gauloises, voilà, tout à fait. C'était bien le style qu'il avait. Quand il était en fonction, il est toujours là, Jacques Chirac, heureusement. Donc on s'est laissé prendre à ça, et en réalité, derrière ça, il y avait un homme qui avait une très grande mémoire, moins impressionnante que celle de François Mitterrand, mais une très grande mémoire, et une érudition qui valait pas celle de François Mitterrand, encore une fois, mais qui était quand même très large. Il avait une extraordinaire connaissance des relations internationales. Une expérience, moi je me souviens d'une réunion entre George Bush et lui, à laquelle j'ai été impressionné par la démonstration qu'il a faite à George Bush. C'était en mai 2002, donc lors d'une visite de George Bush à Paris, et j'assistais à ces entretiens, et Chirac a mis sur la table la question de l'Irak. Oui, donc très sensible. Oui, et donc on était à 8 mois de l'intervention américaine, donc c'est très en amont. Mais il avait déjà parfaitement compris que George Bush avait décidé de faire quelque chose là-bas. Et à George Bush, il a expliqué le Moyen-Orient. Il lui a expliqué les effets que pouvait provoquer une intervention américaine en Irak. C'était stupéfiant de vérité. Ça a été totalement vérifié par la suite. Mais je crois que d'ailleurs, après, Bush n'a pas très bien compris, parce que je crois que vous citez un mot d'humour. Ils ne l'ont pas pris très au sérieux à ce moment-là. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Ils ont un peu moqué de lui. Voilà, ouais, c'est bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que Chirac, de tous les chefs d'État français de la Ve République, excepté le général de Gaulle par nature, c'était pas celui qui connaissait le mieux l'armée, peut-être depuis d'ailleurs la base, on peut le dire comme ça, qui avait été lui-même un militaire avec goût pour ça, peut-être même il aurait pu être militaire de carrière, je crois tout à fait. Ça l'a tenté. Donc qui partait avec un a priori, ce n'est pas toujours le cas, vous avez des hommes politiques qui par nature se défient, méprisent les militaires, comme d'ailleurs l'inverse existe aussi, des militaires qui ne prennent pas très au sérieux le chef d'État, tout à fait. Alors que Chirac lui part plutôt avec un a priori positif. Et une chose qui m'a impressionné dans votre livre le concernant, bon, déjà, vous racontez moins de réunions, mais peut-être parce que ça se passait comme ça, moins de réunions avec François Mitterrand et l'entourage militaire, alors qu'il y a beaucoup plus de réunions, mais ça explique aussi l'évolution de vos fonctions. Ça s'explique par l'évolution de vos fonctions. Beaucoup de réunions sur des questions militaires avec Chirac, et d'abord, c'est un homme d'une... On le voit toujours comme un agité, je ne sais plus qui avait dit, enfin je sais très bien qui avait dit, mais qu'importe, l'hélicoptère. Il ne donne pas du tout l'impression d'un hélicoptère, quelqu'un en agitation, au contraire, quelqu'un d'extrêmement froid, d'extrêmement calme, qui écoute ce que chacun dit, qui est très concentré et qui prend la décision. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi ce qui m'a le plus impressionné avec lui, si vous voulez, la raison pour laquelle j'ai gardé pour lui une réelle admiration, sans compter même un côté affectif qu'on ne pouvait pas ne pas avoir avec lui. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa capacité à décider. Et pas de manière agitée, je veux dire. Alors, je ne sais pas comment il était quand il était jeune. Ce que je peux vous dire, c'est que toute son expérience personnelle rentrait en ligne de compte quand il prenait une décision. Mais il prenait une décision sans faiblir, directement. Voilà. Vous avez aussi insisté sur son calme, le côté que voilà, il n'est pas là, excité autour de la table, jamais. Très à écouter ce que disent, et très respectueux des avis des uns et des autres. Oui, tout à fait.
Et alors, mais quand il s'agissait de guerre, contrairement à d'autres chefs d'État, je dirais, il ne se reposait pas sur le ministre de la Défense. Je dirais, lui, il voulait avoir un dialogue direct avec le chef militaire. Ouais. Ce qui crée inévitablement à la fois une vraie relation de confiance réciproque, mais en même temps aussi une très très forte pression sur le chef militaire, parce que il ne pouvait pas se décharger sur son ministre ou le Premier ministre sur les risques qu'on acceptait de prendre pour une opération quelle qu'elle soit. D'accord. Écoutez, j'invite vraiment les lecteurs à s'intéresser particulièrement à ce portrait de Chirac. C'est une façon de revisiter sa présidence que je ne connaissais pas dans le détail et qui a un peu, moi, changé ma façon d'envisager le personnage, qui me l'a fait connaître plus précisément sous un jour que je n'imaginais pas. Et on en ressort avec, oui, je l'avoue, une certaine admiration pour lui, indépendamment de questions d'orientation politique. Une dernière question, mon général. Si un jour vous écrivez vos mémoires, en l'état de ce que vous connaissez de l'armée française, est-ce que vos mémoires pourraient aussi s'intituler Mémoires d'espoir ? Oui, elle pourrait bien sûr. Je n'aurais pas cette outrecuidance, si vous voulez, de reprendre un titre qui appartient à un grand chef d'État et un des grands hommes de l'histoire de France. Mémoires d'espoir. Moi, l'espoir, je l'ai toujours. Je l'ai toujours, oui, dans nos armées. Pour des raisons objectives ? Pour des raisons objectives, oui. Je ne me fais pas d'illusions sur nos capacités. C'est-à-dire qu'elles sont limitées par nos budgets, elles sont limitées par... Nous sommes une puissance moyenne. Nous sommes une puissance moyenne, voilà, c'est exactement ça. Nous sommes une puissance moyenne. Mais parmi les puissances moyennes, la France a une voix qui compte dans ce domaine-là, celui de la sécurité et de la défense, qui compte davantage que les autres, que la plupart des autres. Moi, je l'ai vécu personnellement quand j'étais président du comité militaire de l'Union européenne, donc président du comité des chefs d'état-major européens. Je peux vous dire que quand j'avais l'occasion de prendre la parole, il y avait une écoute qu'il y avait rarement pour les responsables des autres pays. Donc la France jouit encore d'un certain prestige La France, dans ce domaine-là, oui. Très bien. Dans ce domaine-là, oui. Général Henri Bintéja, merci infiniment de nous avoir fait l'honneur de votre venue sur le plateau de l'Essonne en Auteur et de cet entretien absolument passionnant, que j'invite donc nos spectateurs à approfondir en lisant votre ouvrage « Chef d'État en guerre » publié aux éditions Perrin. Nous remercions également les services de la Défense qui nous ont permis de tourner dans la bibliothèque patrimoniale de l'école militaire, qui est quand même un site sensible. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en Auteur. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup.